Pendant ce webinaire, nous allons aborder plusieurs points et informations nécessaires. Donc, je vais commencer par les prérequis pour le nouvel employeur. Puis après, je vais partager avec vous toutes les formalités qui sont liées à l'embauche et aussi les services en ligne. Émilie Vallée va faire la présentation des paiements des cotisations sur salaire. Elle va vous parler aussi des garanties et des droits plutôt de vos salariés, tout en faisant un focus sur la santé et sécurité au travail des salariés. Donc pour commencer, par les prérequis, donc bien sûr, vous en tant qu'employeur et pour bien démarrer, l'embauche de vos salariés, il y a plusieurs prérequis, des choses nécessaires à mettre en place et à connaître. Donc il va s'agir en fait en premier lieu de la convention collective. Avant de recruter le premier salarié, vous en tant qu'employeur, vous devez déterminer la convention collective, dont vous allez dépendre. Donc en tant qu'employeur, il faut appliquer les dispositions de cette convention collective et notamment, les dispositions qui concernent la classification des emplois, la rémunération, la durée du travail ainsi que la prévoyance complémentaire. J'ai partagé avec vous un lien qui vous emmène sur le site codedutravail.gouv.fr afin de rechercher, si vous le souhaitez, les conventions collectives. Et donc, pour définir la convention collective, il s'agit d'un accord écrit qui est négocié entre les organisations syndicales qui sont représentatives et des employeurs ou bien des groupements d'employeurs. Chaque convention collective est identifiée par un numéro qu'on va appeler l'IDCC, ça veut dire l'identifiant de la convention collective. Cette convention va définir notamment les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et les obligations, hein, que ce soit pour des employeurs ou des salariés. Ainsi, elle va adapter les règles du code du travail aux situations particulières du secteur concerné. Si dans votre cas, aucune convention collective ne correspond, ou ne s'applique à votre secteur d'activité, dans ce cas-là, il faut se référer aux dispositions du droit du travail. Et si vous avez des questions concernant la convention collective, qui est applicable pour votre entreprise, j'ai partagé avec vous, les numéros de téléphone de la direction départementale de l'emploi, hein, du travail des 3 départements voilà, que je vous invite à contacter si besoin. Donc en seconde partie, le deuxième prérequis, ça va être la mutuelle entreprise. Donc comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, c'est devenu obligatoire. Vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de proposer une complémentaire santé, à l'ensemble des salariés. La complémentaire santé, entreprise doit couvrir, l'ensemble de vos salariés, mais il se peut que le niveau de couverture, varie selon la catégorie des salariés, pardon. Donc et pour, mettre en place la mutuelle entreprise, la cotisation, elle va être partagée entre le salarié et l'employeur. Et l'employeur doit prendre en charge au minimum 50 de la cotisation de base. Donc pour adhérer, l'adhésion va se faire auprès de l'organisme assureur de votre choix. Il faut juste noter que la plupart des accords, collectifs recommandent un organisme précis et donc pour savoir quel est l'organisme qui est recommandé, dans ce cas-là, il faut se référer à la convention collective, hein, que vous avez déjà déterminée ou bien, dans ce cas-là, sinon, vous pouvez vous renseigner auprès de votre fédération. Heu, il y a aussi, la MSA a signé des conventions de gestion avec des partenaires. Donc ça va être, Agrica, Harmonie Mutuelle ou Mutualia et selon les contrats, hein, donc c'est pas le cas pour, tous les contrats, mais selon les contrats, la MSA peut prendre en compte l'adhésion de vos salariés et leurs ayants droit,
assurer le paiement de la part complémentaire des remboursements de soins et en même temps que le remboursement de la part obligatoire, adresser les cartes mutuelles et des fois aussi même procéder au recouvrement des contributions. Donc l'adhésion, de vos salariés à ces contrats complémentaires santé d'entreprise est obligatoire. Donc, comme précisé, donc, l'adhésion va s'effectuer aussi de manière différente, donc en fonction des contrats. Soit via la déclaration préalable à l'embauche et ça va être, pour les cas où la MSA a la gestion, des contrats complémentaires ou bien via le bulletin d'adhésion que vous allez, adresser à l'organisme, complémentaire, que vous avez choisi. Donc, j'ai précisé que l'adhésion est obligatoire pour tous les salariés. Toutefois, il y a des cas de dispense d'affiliation qui sont prévus par la loi. Donc, ils peuvent être complétés par des dispenses conventionnelles. Donc, dans ce cas-là, c'est sur demande du salarié. L'employeur peut demander une dispense d'adhésion. Donc, la demande de dispense se fait par le biais de la DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche. Ou bien sinon, ça peut se faire aussi via l'espace privé, hein, dans l'onglet, «Contact et échange, mes messages». Donc les cas de dispense, ça peut être le cas du salarié qui a déjà une complémentaire, santé mutuelle, soit soit il a un contrat complémentaire santé solidaire ou bien il est déjà ayant droit, sur un autre contrat, famille, groupe, ça peut être, avec le conjoint. Nous avons aussi les cas des contrats CDD, hein, donc de moins de 3 mois, hein, qui peuvent être dispensés. Il peut aussi avoir les cas des CDD ou des temps partiels, où les apprentis, par exemple, dont la cotisation va représenter, 10 ou plus de leur salaire. Dans ce cas-là, voilà, c'est un cas aussi de dispense. Donc, comme mentionné, vous, employeur, vous êtes le seul responsable du contrôle du motif du cas de dispense. Donc, bien sûr, idéalement, avoir le justificatif qui vous confirme l'application de la dispense. La MSA, en tant qu'organisme de protection sociale, n'a pas pour rôle de contrôler cette dispense. Et une dispense d'affiliation n'est pas mise en place pour exclure d'office votre salarié, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est au salarié de vous faire la demande par écrit et donc afin que vous puissiez appliquer la dispense. Donc s'il y a des cas de dispense, il y a aussi le versement santé. C'est une aide donc qui est, mensuelle. Elle est versée par l'entreprise et qui est destinée au financement d'une complémentaire santé individuelle. L'utilisation, elle est limitée parce que ça va être uniquement pour les contrats, à durée déterminée ou les missions d'intérim dont la durée ne dépassera pas 3 mois ou bien pour les temps partiels, qui sont inférieurs à 15 heures hebdomadaires. Donc le versement santé, c'est quoi? Ça vous permet de participer financièrement au contrat individuel de votre salarié et pour bénéficier du versement santé, le salarié doit disposer d'un contrat individuel qui doit répondre aux critères du contrat responsable. Donc aussi, pour plus d'informations, j'ai partagé avec vous le lien, qui peut vous, guider sur le site MSA pour avoir plus d'informations, sur le versement santé. Donc un autre prérequis, information nécessaire pour l'employeur, il s'agit de la prévoyance complémentaire. Donc si toutes les entreprises cotisent obligatoirement, à la protection sociale de la sécurité sociale, donc là, on va dire le régime de base. La prévoyance complémentaire en entreprise a pour but de compléter cette couverture. Donc, elle va venir compléter la couverture en cas de décès ou d'arrêt de travail. La prévoyance d'entreprise peut aussi garantir le risque de perte d'autonomie ou de dépendance. C'est ce qu'on voit généralement dans les cas d'incapacité ou d'invalidité. Ça peut être l'incapacité de travail temporaire permanente et ce par le versement des indemnités journalières complémentaires ou dans des cas, le versement d'une rente. Elle peut couvrir aussi le risque invalidité totale ou partielle, heu, aussi, tous les risques qui sont liés à la maternité
Et donc la prévoyance peut, aussi, couvrir le décès, donc le risque décès, par le versement d'un capital, décès, soit aux ayants droit ou bien une rente d'éducation pour les enfants ou une rente pour le conjoint survivant. Ça va vraiment dépendre des contrats qui sont mis en place. Donc, contrairement à la complémentaire santé qui est obligatoire depuis 1er janvier 2016, donc la prévoyance complémentaire est en principe, hein, je précise bien, est en principe facultative dans l'entreprise. Mais attention, elle peut être obligatoire dans plusieurs cas. Si la convention collective applicable ou l'accord de branche prévoit une prévoyance complémentaire, dans ce cas-là, elle devient obligatoire. C'est le cas aussi si vous, employeur, vous avez pris la décision de mettre une prévoyance complémentaire en place et aussi pour vos salariés cadres. Donc, pareil comme pour la complémentaire santé, la prévoyance complémentaire, donc vous pouvez, choisir l'organisme de votre choix, donc et aussi de la même manière, la MSA aussi, elle a des une convention de gestion avec quelques organismes et si c'est le cas, ça sera la MSA qui va assurer le recouvrement des cotisations ainsi que le paiement des prestations pour le compte de cet organisme. Donc, dans les prérequis, on a commencé par la convention collective, la complémentaire santé obligatoire, le versement santé, puis la complémentaire, la prévoyance complémentaire. Et donc, un autre prérequis, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels que je vais appeler le DUERP. Donc, en tant qu'employeur, le Code du travail prévoit que vous réalisiez une évaluation des risques présents dans votre entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés. Donc pour cela, vous devez établir et surtout tenir à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels. La MSA Mayenne-Orne-Sarthe vous propose un guide pour vous accompagner dans la démarche d'évaluation de ces risques professionnels. Donc à gauche, j'ai partagé avec vous un lien qui va vous emmener sur le site MSA DU. C'est pour dire document unique. Donc, il faut juste créer son espace privé dans cet outil, dans ce service en ligne, afin de vous établir en toute autonomie votre document unique. Si à côté de ça, vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'un conseiller en prévention de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe vous aide à établir ce document, vous pouvez le contacter directement. Pareil, j'ai partagé avec vous le formulaire de contact et vous serez contacté pour qu'on puisse voir avec vous le document d'évaluation des risques professionnels. Donc, avant de passer à la deuxième partie, je vous rappelle la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses. Nicolas Jamoto est disponible pour répondre à vos questions. Donc pour voir les formalités qui sont liées à l'embauche ainsi que les services en ligne, on va commencer par les formalités. Donc bien sûr, avant d'embaucher un salarié, il est nécessaire, pour vous, de pouvoir l'identifier. Donc la bonne identification de votre salarié, permet la fiabilité des informations que vous allez transmettre à la MSA et surtout assurer l'ouverture des droits santé. Donc pour les salariés, français, donc qui sont de nationalité française, la MSA aura besoin d'une pièce d'identité. Donc soit la carte d'identité recto verso ou bien le passeport. Donc voilà, vraiment une copie, à déposer ou à envoyer à la MSA afin qu'on puisse l'identifier, et procéder à l'ouverture des différents droits. Pour les salariés étrangers, donc que ça soit en Union européenne ou hors Union européenne, donc il faut un acte de naissance sur lequel va figurer lisiblement la filiation et le cachet de la mairie de naissance, ainsi qu'une pièce d'identité en cours de validité bien sûr et ça voilà, ça peut être un passeport ou une carte d'identité. Pour les ressortissants hors Union européenne, donc dont, le Royaume-Uni et la Suisse,
Il faut, en plus de l'acte de naissance et de la pièce d'identité en cours de validité, il va falloir aussi une copie du titre de séjour qui nous permettra de vérifier l'autorisation de travail. Ça peut être une carte de séjour, une carte de résident de 10 ans, d'une année. Ça peut être aussi des cartes de séjour temporaires ou bien les récépissés de demande d'asile. Ça peut même être aussi les récépissés de demande de carte de séjour hein, qui ont une validité de 3 mois, mais tout justificatif qui nous permettent de vérifier la régularité du séjour ainsi que l'autorisation de travailler sur le territoire français. Et donc, bien sûr, ces documents vont nous permettre et conditionnent aussi l'ouverture du droit potentiel des salariés. Donc, une fois que vous avez bien identifié vos salariés, vous allez pouvoir procéder à la DPAE. Donc, la DPAE, c'est la déclaration préalable à l'embauche. C'est la déclaration préalable à l'embauche. Donc, voilà, pour recruter un salarié, c'est une formalité qui est obligatoire, qui est nécessaire à accomplir. Donc, c'est quoi la déclaration préalable à l'embauche? Donc, c'est une étape qui est nécessaire, qui nous permet, nous, à la MSA, d'identifier votre salarié. Elle est à envoyer, il faut l'envoyer à la MSA par le biais de vos services en ligne, avant l'embauche surtout, de tout salarié. Idéalement, dans les 8 jours qui précèdent la date d'embauche et vraiment au plus tard les instants, dans quelques instants avant l'embauche. Si vous avez un empêchement, quelconque qui ne vous permet pas de faire la DPAE, pensez à contacter la MSA au 02 43 39 43 39 pour nous informer que vous allez embaucher un tel salarié. Donc pour qu'on puisse le préciser dans votre dossier de notre côté et une fois que vous allez avoir accès au service en ligne, vous allez bien sûr procéder à la DPAE. Cette déclaration préalable à l'embauche va vous permettre de réaliser en une seule démarche plusieurs formalités. Vous allez pouvoir demander l'immatriculation de votre salarié. Vous allez le déclarer aussi au service santé au travail, c'est ce qu'on appelle la médecine du travail. Vous, en tant qu'employeur, vous allez être affilié au régime d'assurance chômage. Votre salarié va pouvoir être aussi affilié auprès des caisses de retraite complémentaire obligatoires. Et par le biais de cette déclaration préalable à l'embauche, vous allez aussi pouvoir demander certaines exonérations, telles que l'exonération travailleur occasionnel. Donc, après la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, il y a aussi cette obligation d'établir un contrat de travail. Donc, pour votre information, les contrats de travail à durée déterminée doivent être écrits. À défaut, ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Donc sur le contrat de travail, hein, donc, que vous devez établir en 2 exemplaires et remettre un exemplaire à votre salarié, donc il doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Et sur ce contrat, il doit y avoir plusieurs précisions, comme la définition précise de l'objet du contrat, la date de fin de contrat ou au moins la durée minimale pour laquelle le contrat est conclu si vous n'avez pas connaissance de la date de fin, la durée de la période d'essai, l'intitulé de la convention collective ou bien l'IDCC, hein, l'identifiant, la désignation du poste de travail et le coefficient correspondant, le montant de la rémunération qui est convenu, ou bien, le cas échéant, la nature des accessoires de salaire. Et aussi, toujours sur le contrat de travail, les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance doivent figurer. Donc, si vous passez par la DPAE CDD ou par les outils, les téléservices TESA, ils font office de contrat de travail. Donc, à l'issue d'une période de travail, donc vous avez aussi le bulletin de salaire mensuel que vous devez établir et remettre à votre salarié. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas de logiciel de paie qui est adapté à la DSN, ni un tiers déclarant qui fait les déclarations pour vous, comme précisé, les services TESA simplifiés et TESA Plus vous permettent d'établir les bulletins de salaire de vos salariés à condition, sous réserve, d'avoir bien effectué la DPAE
les DPAE directement via ces mêmes téléservices. Donc, pour avoir un bulletin de salaire via le TESA+, il faut faire la DPAE via le TESA+. Donc, vous, en tant qu'employeur et à la fin, à l'issue de chaque contrat de travail, vous devez fournir, plusieurs documents. Donc, ça va être le certificat de travail qui doit être daté et signé par vous. Il doit comporter le nom du salarié et celui de l'entreprise et toutes les mentions, comme la date d'entrée, la date de sortie du salarié, la nature, du ou des emplois occupés. L'attestation qui va être destinée à France Travail, hein, donc qui va permettre aux salariés de justifier de ses droits au chômage. Et puis après, le reçu pour solde de tout compte. C'est un document, qui relève de la responsabilité de l'employeur, qui va, regrouper l'ensemble des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail. Il faut savoir que si vous passez par le TESA+ ou le TESA simplifié, vous allez pouvoir récupérer, à la fin du contrat édité un certificat de travail, une attestation aussi pour France Travail, mais le solde de tout compte relève uniquement de l'obligation de l'employeur et il ne rentre pas dans le périmètre du TESA+. Donc pour voir aussi les services en ligne, donc que vous allez aussi pouvoir utiliser directement via votre, espace entreprise. Donc avant d'aborder les services en ligne, je vous rappelle la possibilité, de nous adresser vos questions, via l'onglet questions-réponses. Donc sur le site MSA, vous allez pouvoir aussi, hein, faire des déclarations, en dématérialisé, hein, sur le service en ligne, donc soit pour faire la déclaration préalable à l'embauche ou bien pour utiliser le TESA+ ou le TESA simplifié. Pour la déclaration préalable, à l'embauche, donc pour les CDD temps plein par exemple, donc sur votre espace entreprise, donc dans l'onglet DSN, DPAE, DTS, il faut juste cliquer sur «Voir tous les services» et là vous allez avoir l'onglet «Déclaration préalable à l'embauche». Donc si vous êtes en DSN et si vous réalisez les bulletins de salaire via un logiciel de paie ou vous faites appel à un tiers déclarant, dans ce cas-là, en effet, hein, vous pouvez, tout à fait, faire vos DPAE via cet onglet. Concernant le TESA simplifié et le TESA+, donc ce sont des services en ligne, que la MSA a mis, à votre disposition gratuitement afin de simplifier l'emploi des salariés. Donc, quand vous passez via ces services, vous effectuez en une seule déclaration l'ensemble des formalités qui sont liées à l'embauche ainsi que les formalités liées à la fin de contrat. Donc, au moment de l'embauche, avec ces téléservices, vous allez pouvoir faire la DPAE, établir un contrat de travail, immatriculer votre salarié et, comme déjà précisé, le déclarer au service médecine du travail, l'inscrire au registre du personnel, unique du personnel, et aussi, comme déjà précisé, vous pouvez demander les exonérations. Et pendant la relation de travail, donc, vous allez pouvoir établir les bulletins de paie, modifier le contrat de travail s'il le faut, établir en fin de contrat les attestations France Travail. Et vous pouvez aussi faire les déclarations annuelles des salaires qui est à réaliser auprès des services fiscaux. Et donc, ces deux outils sont par la suite transmis. En fait, toutes les informations et les déclarations sont transmises via la déclaration sociale nominative, que je vais appeler la DSN. Donc, pour, vous expliquer un peu la DSN, il s'agit d'un flux informatique qui est obligatoire, qui va regrouper l'ensemble, des données que vous allez déclarer, qui vont être mensuelles, qui concernent vos salariés. Donc ça va être, tout ce qui concerne la rémunération, le temps de travail, les cotisations. Donc, heu donc, elle est produite, hein, la DSN, elle est produite après la réalisation, hein, de vos paies mensuels. Donc ce fichier, permet de collecter et envoyer l'information aux différents organismes. Ça va être, la DGFiP par exemple, le France Travail, la MSA. Donc la MSA, ça va être aussi pour l'ouverture des droits, la mise à jour aussi des droits et surtout aussi pour facturer les cotisations.
Pour le TESA simplifié, donc c'est pareil toujours, sur l'espace, entreprise, dans l'onglet TESA, DPAE et bulletin de salaire, donc c'est dans la partie nouveau TESA simplifié. Vous pouvez l'utiliser, pour l'embauche des travailleurs occasionnels ou les CDD qui sont inférieurs au maximum 3 mois. Heu, donc le TESA, simplifié, donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour les situations, spécifiques, hein. Si par exemple c'est pour un apprenti ou un contrat de professionnalisation, le TESA+ sera plus adapté et le TESA simplifié gère uniquement les salariés qui ne sont pas cadres. Donc si vous avez recours à ces CDD, vous pouvez tout à fait utiliser le TESA simplifié, hein, du moment où ça ne dépasse pas 3 mois. Ça peut être les CDD de remplacement, soit pour remplacer un salarié ou un non-salarié, les CDD saisonniers, les CDD de vendange, pardon, les CDD de surcroît d'activité et les CDD d'usage. Et donc, pour votre information, le TESA simplifié peut tout à fait être mixé avec une DSN. En fait, si vous avez un tiers déclarant qui fait les déclarations via DSN et donc vous utilisez le TESA simplifié, c'est tout à fait possible. Il faut juste penser à fractionner les DSN, à informer le comptable ou le tiers déclarant qu'il faut fractionner les DSN. Donc une précision importante, si vous n'avez jamais utilisé le TESA simplifié, au préalable, il faut contacter la MSA afin qu'on vous ouvre l'accès au TESA simplifié. Et une autre précision, le TESA simplifié prend aussi en compte le prélèvement à la source qui a été mis en place depuis 2019. Donc, pour comment utiliser le TESA, donc une fois que vous êtes sur votre espace privé, vous allez dans l'onglet TESA, donc vous arrivez sur, ce tableau de bord, hein, qui vous permet, d'avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, il y a les fonctions pour déclarer l'embauche, ou produire un bulletin de salaire. Donc, bien sûr, transmettre à la DSN. Donc, sur le TESA simplifié, c'est à vous de transmettre la DSN, hein, contrairement au TESA+. Et puis après, vous pouvez aussi établir tous les documents de fin de contrat. Le calcul de cotisation se fait ensuite automatiquement et donc vous pouvez aussi, hein, visualiser, les documents pour vérifier les informations, que vous avez déclarées. Juste en bas de diapo, j'ai partagé avec vous, le mode d'emploi, pardon, du TESA simplifié. Ça vous emmène sur le site, tesa.msa.fr. Vous avez, plusieurs tutos qui vous montrent comment adhérer, comment accéder au TESA simplifié et comment l'utiliser. Concernant le TESA+, donc voilà, c'est le même chemin, c'est, pour se connecter. Le TESA+, vous pouvez l'utiliser pour gérer l'emploi de l'ensemble des salariés, qu'ils soient en CDD ou en CDI. Si vous n'avez pas de logiciel de paie adapté, à la DSN, ni de tiers déclarant. Donc en effet, vous pouvez utiliser le TESA+. Et comme pour le TESA simplifié, la mixité, le mélange DSN et TESA+ est possible et bien sûr, toujours à condition d'informer le tiers déclarant de procéder au fractionnement des DSN. Et pour le TESA+, j'ai partagé aussi avec vous le mode d'emploi, hein, du TESA+. Pareil, vous avez des tutos, vous avez même des guides, pour, vous accompagner, pour utiliser ces outils. Donc, avant d'utiliser le TESA+, il faut, passer par l'adhésion et l'adhésion doit impérativement être réalisée au plus tard le 15 du premier mois du trimestre d'utilisation afin de pouvoir l'utiliser pour le trimestre. Donc, par exemple, si c'est une embauche, qui était prévue pour le mois de février, donc, l'adhésion, si c'est vraiment une première utilisation, l'adhésion est à faire dans les 15 premiers jours du mois de janvier. C'est vraiment par rapport au trimestre civil. Donc une fois l'adhésion faite, il faut passer par la gestion des taux. Ça permet, de faire apparaître sur le bulletin de salaire toutes les cotisations qui ne sont pas recouvrées par la MSA. Comme ça, le bulletin de salaire sera conforme à la situation du salarié. Et dans tous les cas, c'est une étape qui est nécessaire, à valider, même si, vous n'avez pas de cotisations qui ne sont pas recouvrées par la MSA.
Donc pour les démarches sur le TESA+, donc pareil, hein, donc vous allez pouvoir faire la déclaration d'embauche, donc vous allez pouvoir faire la DPAE, donc pour pouvoir faire les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat par la suite. Donc une fois que vous avez fait la DPAE, vous allez, quand vous allez, vouloir faire le bulletin de salaire, c'est un volet social qu'il faut saisir. Celui-ci doit être saisi et validé à chaque fin de mois et au plus tard le 3 suivant le mois de la paie, donc, afin que la MSA puisse produire le bulletin de salaire. Donc vous allez saisir le volet social, puis après la MSA va produire le bulletin de salaire, mais qui va être en mode brouillon, afin que vous puissiez le vérifier. Donc, vous allez vérifier ce bulletin qui va être en mode bruyant, qui est mis à votre disposition. Généralement, le lendemain, du volet social ou le jour où vous avez fait le volet social, ou ça peut être aussi le lundi si vous avez fait, le volet social, si vous l'avez réalisé pendant le week-end. Donc une fois vous avez vérifié votre volet, social, donc le bulletin de salaire en mode bruyant, vous allez pouvoir le valider. Si les données sont correctes, donc vous allez pouvoir valider, directement votre bulletin de salaire et le remettre à votre salarié. À noter que si vous avez oublié de le valider, la MSA va le valider automatiquement afin de pouvoir transmettre les données, aux différents, organismes partenaires. C'est pour ça que je vous ai dit, pour le TESA simplifié, c'est à vous de déposer la DSN, mais pour le TESA+, c'est la MSA qui le fait. Donc si vous n'avez pas fait la validation du bulletin de salaire, là, c'est la MSA qui le fera à votre place. Et à l'issue du contrat de travail, toujours via le service, TESA+, vous allez pouvoir établir le certificat de travail ainsi que l'attestation France Travail. Donc, et surtout, hein, notez bien que sur le dernier volet social, hein, pour avoir ces documents-là, sur le dernier volet social, il est nécessaire de cocher fin de CDD ou bien répondre oui à la question s'agit-il de la fin de contrat, afin que vous puissiez avoir accès au certificat de travail ainsi qu'aux attestations France Travail. Donc, les liens que j'ai partagés avec vous vont vous emmener sur ce site, hein, donc le site tesa.msa.fr. Comme je vous ai dit, vous aurez accès à plusieurs tutos, à plusieurs vidéos qui vont vous montrer l'utilisation des deux services. Avant de passer à la deuxième partie, hein, je vous rappelle, qui vous sera présentée par Émilie, je vous rappelle la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses. Nicolas est disponible pour répondre à vos questions. Et donc la deuxième partie, hein, qui sera le paiement des cotisations, vous sera présentée par Émilie, donc pour le paiement des cotisations sur salaire. Merci Émilie. Bonjour à tous, donc Émilie Vallée. Donc je vais reprendre la présentation, l'animation de notre webinaire aujourd'hui sur la thématique de l'emploi de salariés. Donc comme vient de vous l'expliquer Madia précédemment, une fois que vous aurez donc accompli toutes les formalités qui sont liées à l'embauche, effectivement, on va arriver à l'étape aussi du règlement des cotisations. Donc, ce que nous souhaitions simplement vous rappeler, c'est que bon, pour nous, la date d'échéance de paiement en côté MSA, elle va être en fait déterminée à partir de l'effectif annuel moyen de votre entreprise. Donc, concrètement, en fonction de l'effectif de votre entreprise, donc notamment si vous avez donc plus de 50 salariés, vous aurez donc une date d'échéance de paiement qui sera fixée au 5 de chaque mois. Pour les entreprises qui ont donc moins de 50 salariés au niveau de leurs effectifs ou qui pratiqueraient le décalage de paiement de paye, là, la date d'échéance est fixée au 15 de chaque mois. Donc, en fonction, du mode déclaratif que vous aurez choisi, donc si vous effectuez de la DSN, vous avez donc votre logiciel de paye, pour lequel, où vous retrouverez, en tout cas le montant du règlement des cotisations qui sera effectué en MSA puisque, c'est le système de votre logiciel qui aura déterminé ce montant. Si vous passez donc par un tiers déclarant qui effectue la DSN pour vous, c'est donc votre tiers déclarant qui vous communiquera mensuellement le montant du règlement à effectuer en MSA.
Si par contre, donc, vous passez par notre offre de service, que ce soit en TESA simplifié ou en TESA plus, vous allez donc pour pouvoir récupérer le montant du règlement à effectuer en MSA par nos services en ligne. Donc, lorsque vous utilisez le TESA simplifié, donc, comme l'a présenté Madia précédemment, vous avez en fait accès à un tableau de bord et donc c'est dans l'environnement de la déclaration sociale nominative que vous pourrez retrouver donc la facture avec le montant des cotisations qui sont dues donc pour le mois, de la paye concernée. Si vous êtes utilisateur du TESA+, vous aurez donc, dans le service en ligne, vous aurez un onglet qui s'appelle donc «Mes documents». Ensuite donc vous allez pouvoir rechercher les documents et vous aurez également accès à la facture qui vous indiquera le montant des cotisations. Donc aujourd'hui, côté MSA, on a effectivement une obligation de recevoir des règlements par voie dématérialisée, hein. Ça, c'est une disposition qui est apparue depuis 2020 et vous avez donc à ce jour 3 possibilités, 3 modes de règlement à votre disposition. Le premier, c'est le prélèvement automatique. Donc c'est vrai que c'est la solution, qui surtout vous permet en fait de vous mettre, à l'abri des retards ou des oublis de règlement, puisque dès lors que vous aurez donc complété une fois votre mandat de prélèvement SEPA, que vous l'aurez accompagné de votre relevé d'identité bancaire, une fois qu'on aura connaissance, de votre mandat et de vos coordonnées, le prélèvement mensuel s'effectuera en automatique. Donc il s'effectuera en fonction, voilà, quel que soit le mode de déclaration que vous aurez choisi. Vous avez également la possibilité d'adhérer au mode de règlement qui s'appelle le télérèglement. Donc, au niveau de ce mode de règlement, vous devez dans un premier temps, la première fois, demander une demande de rattachement. Donc, c'est aussi une demande qui s'effectue sur votre service en ligne, qui doit être accompagnée aussi de votre relevé d'identité bancaire et ensuite, c'est à chaque échéance de paiement, donc en principe tous les mois, que vous devrez en fait donner votre accord pour que le règlement puisse être effectué via le télérèglement. Donc c'est vrai que dans cette, démarche ou en tout cas ce choix de mode de règlement, que vous puissiez faire, il faut, bien intégrer le fait que vous devez, avoir une action mensuellement pour que, le règlement puisse s'enclencher. Vous avez donc également une troisième possibilité qui est le virement bancaire. Donc, vous avez la possibilité sur les services en ligne de récupérer le RIB, donc le relevé d'identité bancaire de, notre caisse de MSA pour vous permettre donc d'établir votre virement de votre côté. Une attention particulière qu'on attire, c'est sur le fait que nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, l'affectation, de vos règlements puisse être la plus simple, possible. Donc bien penser en fait, si vous optez pour ce mode-là, à indiquer, votre numéro d'établissement, donc votre numéro de SIRET en l'occurrence et également la période de cotisation qui est, à régler pour votre règlement, hein, de manière à effectivement, ce qu'il n'y ait pas d'amalgame à réception, de ce versement. Concernant le règlement de vos cotisations, il nous paraissait aussi important, de vous souligner que, nous avons donc, au niveau de la MSA, un service recouvrement, qui est disponible pour vous, qui peut effectivement venir, vous accompagner lorsque vous rencontrerez si vous rencontrez, pardon, des difficultés de paiement. Donc, n'hésitez pas à effectivement contacter nos services MSA pour voir quelle solution, peut vous être apportée. Donc toujours, pareil, si vous avez, voilà, des questions, des interrogations, Nicolas est présent sur le fil, donc de questions-réponses, n'hésitez pas à interagir avec lui. Qu'on va poursuivre notre présentation, sur la thématique, par rapport à la garantie des droits donc, de vos salariés. Donc dès lors que vous allez, embaucher un salarié, celui-ci va pouvoir bénéficier de droits santé. On va en fait connaître le régime de sécurité sociale dont va dépendre maintenant votre salarié par rapport au régime de sécurité sociale dans lequel auquel pardon, il appartenait précédemment. Donc si votre salarié était déjà affilié à la MSA, donc de notre caisse en Mayenne-Orne-Sarthe avant son arrivée chez vous, les droits santé vont rester dans notre caisse. Donc là, il n'y a pas du tout, il y a aucune démarche particulière à effectuer.
Par contre, si votre salarié donc que vous venez d'embaucher était affilié précédemment donc soit à la CPAM ou aussi dans une autre caisse de MSA donc d'un autre département, d'une autre région, on va en fait avoir, une ouverture de droit santé qui va se faire dans notre caisse en fonction de certaines situations. C'est-à-dire que ce que nous allons observer, c'est, la nature du contrat, mais aussi sa durée. Donc, si l'on prend, le cas donc des contrats longs, c'est-à-dire donc soit des contrats en CDI, pour lequel il faut que la durée de contractuelle qui soit prévue au contrat soit de plus de 100 heures par mois ou des CDD, donc ce que l'on va appeler nous de plus longue durée, c'est-à-dire avec une période, de plus de 6 mois ou également avec une durée contractuelle de plus de 100 heures par mois. Effectivement, le salarié va, avoir donc une ouverture de droit qui va s'effectuer dans notre caisse. Donc ça veut dire que tous ces remboursements santé, également ces arrêts de travail devront être adressés dans notre caisse MSA en Mayenne-Orne-Sarthe. Par contre, pour les contrats courts, donc soit ça va être, des CDI, mais qui vont avoir donc un nombre de durée contractuelle d'heures qui est fixé à moins de 100 heures par mois ou les CDD d'une durée de moins de 6 mois, on va avoir 2 situations. C'est-à-dire que, le salarié va avoir le choix. Soit le salarié, il était déjà donc, rattaché à la CPAM ou à une autre caisse de MSA, donc il va, pouvoir maintenir son affiliation, dans cette caisse-là. Donc il y a aucune démarche particulière à effectuer, hein, si le salarié souhaite rester dans sa caisse et il devra donc continuer à adresser ses arrêts de travail, ou ses feuilles de soins, le cas échéant, dans son organisme et il recevra également les remboursements de la part de cette caisse. Par contre, si le salarié donc qui vient d'arriver chez vous, qui effectivement, était rattaché donc dans une CPAM ou dans une autre caisse de MSA, mais souhaite venir, dans notre caisse, il va donc pouvoir en faire la demande et donc, effectivement, il enclenchera après, l'envoi de ses arrêts et l'envoi de ses feuilles de soins et il recevra ses remboursements par notre caisse de MSA. Alors, comment ça se passe, au niveau justement du transfert des droits santé? Hein, quand un salarié, va arriver chez nous dans notre caisse, donc en fait, il va recevoir déjà 2 courriers. Il aura un 1er envoi de courrier en fait qui va lui expliquer effectivement, ses droits santé et qui sont ouverts chez nous, qui vont être ouverts chez nous et qui va l'inviter également à nous transmettre donc un relevé d'identité bancaire. Et dans un second temps, il aura, donc un deuxième courrier qui va lui signifier que son dossier est bien transféré donc dans notre caisse en MSA Mayenne-Orne-Sarthe et qui l'invitera également à mettre à jour sa carte vitale. Donc c'est qu'à partir du moment où il aura reçu ce deuxième courrier, qu'effectivement son dossier sera mis à jour et que, par exemple, les professionnels de santé, si, ils pratiquent, la télétransmission dans le cadre de feuilles de soins, d'arrêt de travail, ça arrivera directement à notre organisme. Donc nous, on a quand même, effectivement un certain délai par rapport au transfert des ouvertures de droits, entre donc une autre caisse, la CPAM et notre caisse de MSA. C'est-à-dire que ça va s'effectuer par rapport à un certain calendrier. Si on prend l'exemple donc, d'une embauche qui aurait lieu le 2 juillet, donc nous, la périodicité des salaires va s'arrêter à la fin du mois de juillet, au 31 juillet. On aura donc, nous, côté MSA, la connaissance des salaires qu'à partir de la DSN, donc au plus tard le 15 août, hein, en fonction de la date, effective de votre déclaration et le transfert de droits, de droits santé, lui, ne va s'effectuer qu'à la fin de ce mois d'août. Il faut qu'on puisse avoir effectivement un délai de traitement, ce qui signifie que le salarié ne recevra ses courriers qu'à partir, du 28 août ou tout début septembre. Donc en attendant d'avoir réceptionné les courriers MSA, il doit, s'il a des états papiers, nous les transmettre à notre caisse. Alors en sachant que, lors de ce transfert, le salarié, a toujours un maintien de droits. C'est-à-dire que si les droits ne sont pas arrivés chez nous en MSA, c'est bien l'organisme précédent qui va continuer à indemniser les soins de santé, du salarié. Alors, sur la partie des arrêts, on souhaitait aujourd'hui, évoquer avec vous donc les arrêts dans un premier temps concernant la maladie, la maternité et la paternité et donc dans un second temps, on parlera des arrêts dans le cadre, donc des accidents de travail ou des accidents de trajet.
Donc, en cas d'absence de votre salarié, donc que ce soit pour la maladie, la maternité ou le congé paternité, des démarches sont donc nécessaires pour permettre l'indemnisation de son dossier et lorsque les conditions de versement, bien sûr, seront remplies. Le respect des démarches, il est, côté salarié comme côté employeur, absolument essentiel, pour que l'indemnisation puisse, rentrer en vigueur. Donc, pour rappel, par rapport à ce que je vous expliquais précédemment, donc c'est bien l'organisme qui sera compétent, pour verser donc les indemnités journalières pour la maladie, la maternité, la paternité. C'est bien l'organisme qui a donc les droits santé d'ouvert pour le salarié. Donc, si je reprends la situation par rapport à tout à l'heure, si un salarié donc, est, embauché chez vous, mais pour un contrat en CDD de courte durée, ce qui fait que ses droits santé ne seront pas ouverts en automatique dans notre caisse. Ce salarié donc va rester, couvert avec ses droits santé auprès de la CPAM et de ce fait, s'il est en arrêt maladie, maternité ou paternité, c'est bien cet organisme qui prendra la prise en charge du versement des indemnités journalières. Néanmoins, le salarié étant présent dans votre entreprise, c'est bien vous, par rapport à la situation d'activité employeur, qui devrait, qui allez devoir, pardon, vous charger des formalités déclaratives. Donc, si je suis dans le cas de l'absence pour maladie, donc pour rappel, votre salarié, dans un délai donc de 48 heures, il doit donc adresser les volets 1 et 2 à sa caisse d'assurance maladie, donc soit la MSA, soit la CPAM. Donc ça, c'est dans le cas où il aurait, reçu un arrêt de travail à l'état papier ou bien évidemment, sinon le document, il est télétransmis par le professionnel de santé. Il doit également, donc toujours dans ce délai de 48 heures, vous adresser à vous, employeur, le volet 3 qui vous est destiné. Et bien entendu, le salarié, il est dans l'obligation de respecter le repos qui lui a été médicalement prescrit lors de son arrêt. Donc sur les formalités employeurs, on va différencier effectivement sur le fait que vous fassiez des déclarations, via la DSN ou que vous ayez, un tiers déclarant qui s'en charge ou si vous utilisez notre offre de service au niveau du TESA. Donc, si vous êtes en DSN ou que vous avez un tiers déclarant, c'est via donc le logiciel de paie que, à réception donc de l'arrêt, il est dans un délai de 5 jours, vous allez devoir en tant qu'employeur effectuer un signalement. Un signalement en DSN, ou un signalement lors de votre DSN mensuel si vous pratiquez le maintien de salaire, donc ce qu'on appelle nous, la subrogation. Si vous êtes par contre un employeur qui utilisez donc l'offre de service TESA, vous devrez compléter ce qu'on appelle la déclaration de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Donc là, on vient d'évoquer ensemble la situation dans le cadre de l'arrêt maladie. Dans le cadre de l'absence pour maternité ou pour paternité, ce qui va surtout, différencier, c'est les obligations que vont avoir, vos salariés. Donc dans le cadre de la maternité, donc la future maman doit adresser à la MSA donc sa déclaration de grossesse et vous, côté employeur, donc elle doit vous avertir de sa grossesse et de la date présumée de son accouchement. À la naissance de l'enfant, la future maman, enfin la maman du coup, devra transmettre à la MSA la copie intégrale de l'extrait d'acte de naissance de son enfant. Dans le cadre de la paternité, donc par rapport au futur papa, donc ils doivent également, vous informer, vous employeur, donc du début du congé, donc vous transmettre les informations, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant la date choisie. Côté NMSA, ils doivent aussi nous informer. Ils doivent nous transmettre, donc au moins un mois avant la date prévisionnelle de naissance, ils doivent nous transmettre ce qu'on appelle l'attestation sur l'honneur de congé paternité, où en fait, dans ce document, ils vont venir préciser les dates de congé qu'ils auront souhaitées. Et à la naissance de l'enfant, ils doivent également donc transmettre un justificatif de justifiant la qualité de père. Côté employeur, on va avoir exactement les mêmes obligations que dans le cadre de la maladie. Donc, en fonction de l'utilisation de la DSN ou du TESA, les formalités sont identiques.
Donc, par rapport à ce que j'évoquais précédemment, si vous êtes utilisateur de notre offre de service TESA Plus ou TESA Simplifié, vous allez pouvoir accéder donc à la complétude de l'attestation de salaire via notre service en ligne, donc où vous avez effectivement accès à déclarer les salaires pour les paiements des indemnités journalières hors accident du travail. Donc ça, c'est accessible via votre espace privé entreprise. Lorsqu'on en est sur la situation d'accident de travail ou de trajet, donc vos salariés, bien sûr, à partir du moment où ils ont été déclarés, sont couverts en cas d'accident de travail ou de trajet sans condition d'ancienneté. Donc ça, c'est une garantie qui leur ouvre droit au remboursement total des soins sans avance de frais et également au versement d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail sans application du jour de carence. Pour ce faire, bien évidemment, là aussi, il y a des obligations côté salarié et côté employeur. Donc, côté salarié, celui-ci a 24 heures pour vous avertir donc de son accident de travail ou de trajet. Il doit faire constater donc ces lésions auprès d'un médecin qui lui fournira donc ce que l'on appelle un certificat médical. Ce certificat médical doit être adressé à la MSA. Et en cas d'arrêt de travail, le salarié donc doit adresser son arrêt de travail dans les mêmes conditions qu'on a pu voir précédemment. En tant qu'employeur, donc vous allez à votre niveau devoir effectuer des démarches plus complémentaires que par rapport aux arrêts maladie, maternité ou paternité. Excusez-moi. Notamment le fait d'effectuer une déclaration d'accident de travail ou de trajet, donc en ligne. Donc, c'est aussi un service en ligne qui est accessible via votre espace privé entreprise. Et vous avez donc 48 heures pour effectuer la démarche à partir du moment où vous aurez eu connaissance des faits de l'accident. Vous devez remettre également donc la feuille d'accident de travail à votre salarié pour justement lui permettre d'obtenir les soins médicaux et les médicaments, ne pas avoir justement d'avance de frais à effectuer. Le cas échéant, donc en tant qu'employeur, vous allez pouvoir aussi émettre des réserves. Il faut que ces réserves soient motivées si vous estimez que les causes de l'accident ou de trajet sont étrangères par rapport à l'activité de travail qui aura été réalisée dans votre entreprise. Et en cas d'arrêt de travail, donc même procédure, vous devez donc soit, compléter une attestation, de salaire par rapport à l'accident de travail ou de trajet, donc si vous effectuez, les formalités habituellement, si vous, utilisez l'offre de service TESA ou TESA+, ou si vous êtes en DSN, vous devez également faire ce signalement au DSN, donc vous-même si vous avez le logiciel de paye ou sinon votre tiers déclarant, aura à charge d'effectuer la démarche. Donc toujours, accessible sur nos services en ligne. Le formulaire donc concernant la déclaration d'accident de travail et de trajet, est aussi donc présent sous, l'environnement, arrêt maladie, accident et maladie professionnelle. N'hésitez pas si vous avez donc, des questions, à les poser, hein, sur notre fil de questions-réponses. Nous allons donc maintenant aborder un sujet par rapport à la santé et à la sécurité au travail donc, de vos salariés. Ah, excusez-moi, il y a un petit délai de chargement de l'image visiblement. Voilà, je pense que c'est bon, ça s'est affiché. Donc le premier sujet qu'on souhaitait évoquer par rapport à la santé et sécurité au travail de vos salariés, c'est le sujet des visites médicales. Donc, savoir que chaque salarié donc, va bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé et que donc, celui-ci est adapté à ses besoins et surtout par rapport aux risques qui sont liés à son poste de travail. Donc, dans le cadre des visites médicales, il existe à ce jour, 3 types de visites. Donc, on a, le suivi individuel simple, le suivi individuel renforcé
et le suivi individuel adapté. Donc ces visites, vont être organisées et le type de suivi va être déterminé par rapport aux informations que vous aurez complétées lors de votre déclaration d'embauche. Lorsque vous établissez une déclaration d'embauche, vous avez donc un certain nombre de questions, sur la santé sécurité au travail qui vous sont posées. En fonction, de ce que vous allez mentionner, cela va déclencher tel ou tel type de suivi, auprès des salariés dans le cadre de la visite médicale. Si on prend l'exemple, par exemple, que vous ayez mentionné lors de votre embauche la conduite d'engin, c'est donc un risque qui pour nous, est pris en compte dans le suivi individuel renforcé, ce qui signifie que, les visites d'embauche et les visites périodiques vont être organisées, avec, tel, médecin, avec tel professionnel de santé, pardon, et dans quel délai. Donc par exemple, sur le suivi individuel renforcé, la première visite, médicale donc, elle sera réalisée par le médecin du travail et il va donc, délivrer effectivement, un avis d'aptitude et donc, il y aura effectivement un renouvellement dans un délai de 4 ans maximum. Il pourra y avoir des visites intermédiaires qui, elles, pourront être réalisées donc par un infirmier ou une infirmière, à peu près avec un rythme de, tous les 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer que dans le cadre des visites médicales, tous les salariés, ne sont pas, vus, sur la même fréquence, ni par les mêmes professionnels de santé puisque cela dépend vraiment, du travail qu'ils vont réaliser et des risques auxquels ils sont exposés, dans le cadre de leurs fonctions. Alors, une petite nouveauté, depuis, ce début d'année 2025, c'est l'accessibilité pour vous, les employeurs, de pouvoir, dorénavant demander donc, la visite de reprise ou la visite à la demande directement via nos services en ligne. Donc vous avez sous l'environnement, santé sécurité au travail, mes services, accès au formulaire. Donc juste pour rappel, depuis donc, le mois de mars 2020, le 1er mars 2023, il est obligatoire qu'une visite de reprise soit établie, lorsque donc un arrêt de travail a été supérieur à 60 jours dans le cadre de l'arrêt maladie et qu'une visite de reprise soit, établie lors d'un arrêt de travail supérieur à 30 jours dans le cadre de l'accident de travail ou de trajet. Donc c'est pour faciliter effectivement, le fait que vous puissiez, solliciter la MSA sur ce type de visite, qu'a été mis en place cet applicatif et vous pouvez également donc, formuler des visites à la demande. Bien évidemment, voilà, ce type de demande doit être motivé et formulé. Donc précédemment, Madia, vous a informé que, notre service, donc, de la prévention des risques professionnels, donc une équipe, qui est entourée de conseillers préventeurs est, à votre disposition donc pour vous accompagner notamment dans l'élaboration donc, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce service est également, en accompagnement pour, l'amélioration des situations de travail, notamment dans l'élaboration d'études de poste. Il vous accompagne aussi, à l'accessibilité à des formations aux risques professionnels, à des actions de sensibilisation sur, aussi tout le suivi de projet que vous puissiez avoir, dans, je dirais, les différentes étapes, de projet de votre entreprise, que ce soit, lors de votre installation, transformation, conception de bâtiments. Donc n'hésitez pas effectivement à pouvoir, solliciter ces équipes. Vous avez donc sur notre site internet, un formulaire de contact, hein, qui vous permet de laisser vos coordonnées et d'être, recontacté par, notre équipe, de conseillers de prévention. Donc n'hésitez pas à interagir, hein, sur le fil, questions-réponses si vous avez des interrogations. Nous souhaitions, également, vous remettre à disposition donc, un diaporama avec les différents modes, de contact, que vous puissiez avoir, donc avec nous côté MSA. Donc bien évidemment, le premier c'est, notre ligne téléphonique, donc avec, la touche 2 qui donc vous permet d'accéder directement, à nos collaborateurs qui répondent aux communications pour les employeurs. Vous avez également sur votre service en ligne, votre espace privé entreprise, accès à la rubrique contact et échange et donc à la possibilité de nous envoyer un message. Savoir que cette messagerie, elle est totalement sécurisée.
Vous pouvez également, sur les services en ligne, donc faire des dépôts de documents, hein, toute nature de documents. On en parlait précédemment si, vous avez besoin notamment de joindre, des pièces d'état civil pour vos salariés, donc vous pouvez, effectivement, formaliser votre dépôt via le service en ligne. Et vous avez également la possibilité de faire, des demandes de rendez-vous, donc demandes de rendez-vous physiques ou téléphoniques, qui pourront être réalisées donc dans nos accueils et nos permanences. Donc avant, de clôturer ce webinaire, nous vous remercions, pour, votre participation aujourd'hui avec nous. Donc un petit, focus sur aussi, les élections MSA, les élections donc de nos délégués. Pour rappel, donc elles auront lieu très prochainement, donc du 5 au 16 mai 2025. Donc en fonction de votre statut, que vous soyez, aujourd'hui avec nous, en tant qu'exploitant, que vous soyez employeur de main-d'œuvre ou que vous soyez vous-même, salarié, vous recevrez donc prochainement effectivement votre kit qui vous permettra de participer aux élections des délégués MSA. Donc merci encore, pour, ce temps passé avec nous, dans le cadre de ce webinaire donc sur la thématique de l'embauche des salariés. Comme nous vous l'avions précisé en tout début de webinaire, donc vous aurez accès au support et au replay qui sera mis en ligne sur notre site internet, dans les prochains jours. Merci pour votre présence. À bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.